Avez-vous déjà eu quelque chose de vraiment difficile à faire? Vous savez, cette chose qui reste là, dans un coin de votre esprit, qui vous rappelle constamment sa présence. Vous saviez que c'était important, absolument crucial même, mais quelque chose en vous résistait. Vous n'aviez tout simplement pas envie de vous y mettre. Peut-être était-ce se lever tôt pour cette routine matinale que vous vous étiez promise, ou terminer ce projet qui pourrait changer votre carrière, ou encore rester régulier à l'entraînement alors que votre corps vous supplie de rester au lit. Nous connaissons tous ces moments. La partie rationnelle de votre cerveau sait parfaitement ce qui est bon pour vous. Elle comprend les bénéfices, visualise les résultats, reconnaît l'importance de l'action. Mais malgré toute cette lucidité, une autre voix murmure sans cesse en arrière-plan, persuasive et séduisante. « Non, détends-toi, ça peut attendre. Tu as travaillé dur, tu mérites un peu de repos. Demain sera un meilleur jour pour commencer. » Frustrant, n'est-ce pas? Cette bataille intérieure constante, cette lutte épuisante entre ce que nous savons devoir faire et ce que nous avons réellement envie de faire dans l'instant présent. Et cette frustration fait naître une question fascinante, presque obsédante. Comment certaines personnes parviennent-elles à accomplir les choses difficiles avec une telle régularité, une telle constance, alors que la plupart d'entre nous devons livrer une bataille intérieure épuisante rien que pour commencer? Qu'ont-ils de différent? Possèdent-ils une volonté surhumaine? Sont-ils nés avec un gène spécial de la discipline? La réponse pourrait vous surprendre. Eh bien, il existe une méthode dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Une approche qui ne fait pas la une des magazines de développement personnel, qui n'est pas enseignée dans les séminaires de motivation, mais qui a fait ses preuves pendant des siècles. Une méthode puissante issue de l'ancienne sagesse orientale, transmise de génération en génération, affinée par des siècles de pratique et d'observation, la méthode du lotus. Maintenant, avant que vous ne pensiez qu'il s'agit d'une énième technique de développement personnel superficielle ou d'une mode passagère, laissez-moi être très clair sur un point crucial. Attention, car ce n'est absolument pas juste une histoire de forcer, de serrer les dents, de souffrir en silence ou d'adopter aveuglément cette hustle culture toxique qui glorifie l'épuisement et le sacrifice de tout ce qui compte dans la vie. Non, pas du tout. C'est quelque chose de bien plus profond, de plus subtil et paradoxalement de plus puissant. C'est une façon complètement différente de reprogrammer votre esprit, de recabler votre cerveau pour qu'il désire naturellement la voie difficile, pour qu'il recherche le défi plutôt que de le fuir, pour qu'il transforme l'obstacle en opportunité. Ce n'est pas une torture volontaire, c'est une transformation fondamentale de votre relation avec la difficulté elle-même. C'est un état d'esprit autrefois partagé par les samouraïs japonais qui marchaient vers la bataille avec sérénité, par les moines bouddhistes qui méditaient pendant des heures dans le froid mordant des montagnes, et par les guerriers légendaires du passé qui forgeaient leur caractère dans les épreuves les plus extrêmes. Ces hommes et ces femmes n'étaient pas masochistes. Ils n'aimaient pas la souffrance pour la souffrance. Ils avaient simplement découvert quelque chose que notre société moderne a largement oublié. Que la difficulté, lorsqu'elle est correctement comprise et embrassée, devient le chemin le plus direct vers la transformation personnelle. Je vais vous expliquer exactement comment cela fonctionne, comment vous pouvez l'appliquer dès aujourd'hui dans votre vie, mais d'abord, laissez-moi vous raconter une histoire vraie. Une histoire qui illustre parfaitement le pouvoir de cette méthode. Au Japon, au XIIe siècle, pendant la période tumultueuse de la guerre de Genpei, qui opposa les clans Taira et Minamoto dans une lutte sanglante pour le contrôle du pays, vivait un homme extraordinaire. Un moine guerrier dont le nom résonne encore aujourd'hui dans la culture japonaise. Benkei. Mais Benkei n'est pas né légendaire. Son histoire de transformation est ce qui la rend si puissante et si pertinente pour nous aujourd'hui. Jeune, Benkei était connu comme un homme sauvage, impétueux et profondément têtu. Sa force physique était impressionnante, presque mythique, mais elle était mal canalisée. Il était connu dans tout Kyoto pour provoquer de bagarres avec quiconque avait le malheur de croiser son chemin. Il cherchait constamment à prouver sa supériorité, à dominer, à vaincre. Sa réputation grandissait, et avec elle, son arrogance. Il collectionnait les armes de ses adversaires vaincus comme des trophées de sa prétendue invincibilité.
jusqu'au jour fatidique où il défia le mauvais adversaire. Sur le pont Gojo, à Kyoto, sous la lumière argentée de la lune, Benkei attendait sa prochaine victime. Il avait juré de collecter 1000 sabres, et il lui manquait un dernier. Ce soir-là, un jeune samouraï apparut, petit, mince, jouant de la flûte avec une insouciance qui irrita Benkei. Ce samouraï s'appelait Minamoto no Yoshitsune. Benkei l'attaqua avec toute sa force brutale, certain d'une victoire facile. Mais quelque chose d'incroyable se produisit. Yoshitsune ne combattait pas avec force, il combattait avec grâce, avec calme, avec une maîtrise absolue. Chaque attaque de Benkei rencontrait le vide. Chaque mouvement de Yoshitsune était précis, mesuré, efficace. Pour la première fois de sa vie, Benkei perdit un combat. Complètement, indiscutablement. Ce moment aurait pu être la fin de l'histoire de Benkei. Il aurait pu sombrer dans l'amertume, la honte, le ressentiment. Il aurait pu fuir, disparaître dans l'obscurité avec sa fierté brisée. Mais au lieu de céder à la colère ou à l'humiliation, au lieu de chercher la revanche ou de nier sa défaite, Benkei fit quelque chose d'absolument inattendu, quelque chose qui changerait le cours de sa vie et le transformerait en légende. Il s'inclina profondément devant Yoshitsune et jura loyauté éternelle à celui qui l'avait vaincu. Ce n'était pas une soumission faible ou forcée, c'était une reconnaissance consciente qu'il avait rencontré quelqu'un de supérieur. Non pas seulement en technique de combat, mais en caractère, en esprit, en maîtrise de soi. À partir de ce jour précis, la vie de Benkei changea radicalement et irréversiblement. Il devint le fidèle serviteur et protecteur de Yoshitsune. Et avec ce nouveau rôle, vint un entraînement d'une intensité qu'il n'avait jamais connue. Des heures interminables de pratique martiale, sous le soleil brûlant et la pluie glaciale. Des longs voyages errennant à travers les montagnes escarpées du Japon, portant équipements et provisions. Des batailles brutales contre les ennemis du clan Minamoto, où la mort rondait à chaque instant. Il connut la faim qui tord l'estomac pendant des jours, les nuits glaciales dans les campements militaires, où le froid pénètre jusqu'aux os. La douleur des blessures, de l'épuisement, du doute. Mais jamais, absolument jamais, il ne recula. Jamais il ne se plaignit. Jamais il ne trahit son serment. Pourquoi ? Comment un homme autrefois si indiscipliné, si impulsif, trouva-t-il soudainement cette force, cette résilience apparemment inépuisable ? Parce que Benkei avait appris à voir la lutte d'une manière complètement différente. Il avait subi une transformation profonde de sa perception même de la difficulté. Il n'évitait plus l'inconfort, il l'embrassait comme un maître précieux. Il ne fuyait plus la douleur, il l'accueillait comme une opportunité de croissance. Il croyait fermement que chaque épreuve avait un sens profond, que chaque blessure le rendait plus fort, que chaque difficulté le rapprochait de la version la plus élevée de lui-même. Et c'est exactement ça, l'essence même, le cœur battant de la méthode du lotus. La fin de l'histoire de Benkei est tout aussi légendaire. Lors de la bataille finale, face à des milliers d'ennemis, Benkei se plaça seul sur un pont pour permettre à Yoshitsune de s'échapper. Les flèches pleuvaient sur lui, mais il resta debout, immobile, défendant le pont. Selon la légende, il mourut debout, criblé de flèches, mais sans jamais tomber. Cette image du guerrier debout, transformé par les épreuves en quelque chose de plus grand que lui-même, est l'incarnation parfaite de ce que la méthode du lotus peut accomplir. Comme la fleur de lotus qui germe dans la boue sombre au fond d'un étang stagnant, qui s'élève lentement à travers les eaux troubles et opaques pour finalement émerger à la surface et s'épanouir en une fleur d'une beauté absolument immaculée, sous la lumière du soleil, Benkei transforme à ses épreuves les plus sombres en sa plus grande force. Cette métaphore n'est pas accidentale. Dans toute la philosophie orientale, que ce soit dans le bouddhisme, l'hindouisme ou même le taoïsme, le lotus est l'un des symboles les plus puissants et les plus révérés. Mais pourquoi exactement ? Pourquoi cette fleur en particulier a-t-elle capturé l'imagination spirituelle de milliards de personnes à travers les millénaires ? Parce qu'elle ne pousse pas dans un environnement parfait, idéal, protégé. Elle ne fleurit pas dans un jardin soigneusement entretenu, avec un sol riche et une eau pure. Non. Le lotus germe dans la boue, dans la vase putride, dans l'obscurité totale, au fond des étangs. Il traverse ensuite l'eau sombre, trouble, pleine d'impuretés,
remontant lentement, patiemment, vers la lumière. Et c'est seulement après ce voyage difficile qu'il donne naissance à une fleur magnifique, pure, immaculée, sous la lumière du soleil. Plus encore, la surface de ses pétales possède une propriété extraordinaire. Elle repousse l'eau et la saleté. Même si vous plongez une fleur de lotus dans la boue, elle en ressort propre. Les scientifiques appellent cela l'effet lotus, et il est maintenant utilisé pour créer des surfaces auto-nettoyantes. Voilà la leçon profonde, la vérité universelle que cette fleur nous enseigne. Au lieu de fuir la douleur, d'éviter l'inconfort, de contourner les obstacles, nous grandissons à travers eux. Nous sommes littéralement sculptés, raffinés, purifiés par les difficultés que nous traversons. Nous apprenons à entraîner notre esprit, à transformer l'inconfort en énergie créatrice, la résistance en résilience, l'obstacle en opportunité. Le lotus ne devient pas beau malgré la boue. Il devient beau grâce à la boue. Sans elle, il ne pourrait tout simplement pas exister. De la même manière, nous ne devenons pas forts malgré nos épreuves. Nous devenons forts grâce à elles. Alors, comment appliquer concrètement la méthode du lotus dans votre vie quotidienne? Comment passer de la compréhension intellectuelle à la transformation réelle? La méthode repose sur 4 étapes distinctes mais interconnectées. 4 phases de croissance, simples dans leur concept mais puissantes dans leur application. Elles sont inspirées directement des pratiques anciennes des samouraïs et des moines guerriers, et ce qui est fascinant, c'est qu'elles sont aujourd'hui confirmées et validées par la psychologie moderne et les neurosciences. Étape 1. Nindai, la graine de l'endurance. Imaginez la graine de lotus, enfouie profondément dans la boue épaisse au fond de l'étang. Elle est dans l'obscurité totale. Aucune lumière ne l'atteint. La pression de l'eau et de la vase pèse sur elle. Mais elle n'a pas peur du noir. Elle ne panique pas face à l'adversité de son environnement. Elle attend, patiente, silencieuse. Elle s'adapte à son environnement hostile. Elle commence lentement, imperceptiblement, à germer. Les samouraïs du Japon féodal appliquaient exactement ce même principe dans leur entraînement et leur vie. Ils ne s'attendaient jamais à ce que le chemin soit facile, confortable ou agréable. Ils ne recherchaient pas la facilité. Au contraire, ils accueillaient consciemment la difficulté comme le point de départ naturel et nécessaire de toute croissance véritable. Ils comprenaient que l'inconfort était le prix de la transformation, et ils payaient ce prix volontairement, même joyeusement. La science moderne, particulièrement dans le domaine de la psychologie comportementale, appelle cela la flexibilité psychologique, la capacité cruciale à rester présent avec l'inconfort, à ne pas réagir impulsivement face à lui, à observer nos sensations désagréables sans être submergé par elles. C'est une compétence qui peut être développée, entraînée, renforcée, comme un muscle mental. Action concrète, la prochaine fois qu'une tâche difficile vous bloque, que vous sentez cette résistance familière monter en vous, que votre esprit commence à générer des excuses et des distractions, essayez ceci. Ne fuyez pas immédiatement la sensation d'inconfort. Ne cherchez pas à l'éviter, à la supprimer, à la combattre. Respirez profondément 3 fois, lentement. Reconnaissez consciemment le malaise. Je sens de la résistance, c'est inconfortable, c'est normal. Puis, et c'est crucial, avancez quand même. Faites un tout petit pas, juste un. Ouvrez le document, enfilez vos chaussures de course, prenez votre téléphone pour passer cet appel difficile. C'est la phase de la graine, sombre, inconfortable, mais absolument essentielle. C'est là, précisément là, que commence la véritable croissance. Nintai ne signifie pas souffrir stupidement, cela signifie endurer intelligemment, avec conscience et intention. Étape 2. Sissé, la posture du but. Quand le lotus commence à émerger de la boue, quand sa jeune pousse s'élève vers la surface, il ne le fait pas de manière hésitante, tordue ou désordonnée. Il s'élève avec direction. Avec intention, droit vers la lumière, même s'il ne peut pas encore la voir. Les samouraïs donnaient un nom à ce principe fondamental, Shisei. Ce mot japonais englobe plusieurs concepts interconnectés. La posture physique, l'attitude mentale, l'intention claire, la manière consciente dont on entre dans le défi. Avant chaque duel, avant chaque entraînement, avant chaque bataille, un samouraï prenait sa posture. Pas seulement physiquement, mais mentalement et spirituellement. Il se préparait, il centrait son esprit, il clarifiait son intention. Il ne s'affaissait jamais, même face à un ennemi terrifiant. Il ne tremblait pas, même quand la peur rugissait en eux.
Ils avançaient avec détermination visible, avec dignité, avec présence, même face à la peur la plus intense. Pourquoi? Parce qu'ils comprenaient intuitivement quelque chose que la science moderne a maintenant confirmé. Votre posture physique influence directement votre état mental et émotionnel. La psychologie contemporaine a un terme pour cela, la cognition incarnée. Des dizaines d'études ont démontré que notre corps influence notre esprit autant que notre esprit influence notre corps. Se tenir droit augmente la confiance. Sourire améliore l'humeur. Adopter une posture de pouvoir réduit le stress. Votre physiologie change votre psychologie. Action concrète. Avant de commencer quelque chose de difficile, quelque chose qui vous fait peur ou qui vous résiste, prenez 30 secondes pour adopter consciemment 6 seils. Redressez votre colonne vertébrale. Tirez vos épaules légèrement en arrière. Levez légèrement le menton. Respirez profondément dans votre ventre, lentement, 3 fois. Sentez vos pieds fermement ancrés au sol. Tenez-vous comme quelqu'un qui est capable, comme quelqu'un qui a déjà réussi, comme quelqu'un qui embrasse le défi. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la préparation intentionnelle. Votre esprit suit votre corps. Si votre corps communique la défaite avant même de commencer, votre esprit croira ce message. Mais si votre corps communique la force, la détermination, la présence, votre esprit s'alignera à cette réalité. Les guerriers le savaient. Maintenant, vous le savez aussi. Étape 3. Kanso, le reflet de la croissance. À mesure que le lotus s'approche de la surface de l'eau, à mesure que sa tige s'allonge et se fortifie, il commence à capter et à refléter la lumière venant d'en haut, même avant d'émerger complètement. Cette phase est cruciale. C'est le moment où la plante peut voir qu'elle progresse, même si la floraison finale est encore loin. Les samouraïs pratiquaient quelque chose de similaire, qu'ils appelaient kanso, la réflexion consciente sur leur progression, sur leur parcours, sur les leçons apprises. Mais attention, ce n'était pas de l'autofélicitation vide ou de l'orgueil aveugle. C'était une observation claire, objective, honnête de leur croissance. Ils tenaient des journaux, ils méditaient sur leurs entraînements, ils analysaient leurs combats, leurs victoires et leurs défaites. Ils mesuraient leur progression non pas pour nourrir leur ego, mais pour maintenir leur motivation et affiner leur pratique. La science psychologique moderne confirme absolument l'importance de cette pratique. Des recherches extensives démontrent que la réflexion personnelle structurée améliore significativement la motivation intrinsèque, la résilience émotionnelle et la persévérance face aux obstacles. Pourquoi? Parce que notre cerveau a besoin de preuves concrètes que nos efforts produisent des résultats. Sans cette boucle de rétroaction, sans ces marqueurs de progression, il devient facile de se décourager, de croire que rien ne change, que nos efforts sont vains. Action concrète, commencez à suivre vos victoires, même les plus petites, même celles qui paraissent insignifiantes. Créez un journal de progression simple. Chaque semaine, idéalement le même jour, à la même heure, pour établir un rituel, prenez 15 minutes pour répondre honnêtement à ces questions. Que j'ai surmonté cette semaine? Quelles difficultés ai-je affrontées? Qu'ai-je appris sur moi-même? En quoi est-je différent aujourd'hui par rapport à la semaine dernière? Ne cherchez pas les transformations spectaculaires, cherchez les petits changements, les micro-victoires, les moments où vous avez choisi la voie difficile alors que la voie facile vous tentait. Aviez-vous peur, mais vous avez quand même agi. Notez-le. Vous êtes-vous levé tôt alors que vous vouliez rester au lit? Célébrez-le. Avez-vous eu une conversation difficile que vous reportiez? Reconnaissez-le. Votre cerveau a besoin de ces preuves tangibles et concrètes que vos efforts portent leurs fruits, que vous progressez, que vous grandissez. Sans elles, la motivation s'effrite lentement, mais sûrement. Kanso vous permet de voir clairement votre propre transformation, même quand elle se produit lentement, imperceptiblement, jour après jour. Étape 4, Kaka. L'éclosion à travers la lutte. Enfin, après son long voyage à travers la boue et l'eau trouble, le lotus émerge à la surface et fleurit. Mais remarquez bien ceci, il ne fleurit pas dans la facilité, malgré toutes les épreuves traversées. Il fleurit grâce à elle. Chaque obstacle surmonté a rendu sa tige plus forte. Chaque jour dans l'obscurité a développé sa capacité à chercher la lumière.
La boue elle-même a nourri sa croissance. Sans le voyage difficile, il n'y aurait pas de fleurs magnifiques. Les samouraïs voyaient ce stade final comme une forme de transcendance spirituelle, le moment où la douleur cesse d'être quelque chose à éviter et devient votre but même, le moment où la discipline cesse d'être une contrainte externe et devient votre identité profonde. Ils ne se forçaient plus à s'entraîner, ils étaient devenus l'entraînement. Ils ne choisissaient plus courageusement d'affronter le danger, ils étaient devenus le courage lui-même. La neuroscience moderne a un terme pour expliquer ce phénomène, la neuroplasticité. Votre cerveau se recable littéralement en fonction de vos actions répétées. Chaque fois que vous marchez sur le chemin difficile, vous créez et renforcez des connexions neuronales spécifiques. Chaque fois que vous choisissez l'inconfort intentionnel, vous affaiblissez les circuits de l'évitement et renforcez les circuits de l'action. Avec suffisamment de répétitions, ce qui était autrefois terrifiant devient familier. Ce qui était épuisant devient énergisant. Ce qui demandait un effort conscient massif devient automatique, naturel, une partie intégrante de qui vous êtes. Les scientifiques ont découvert que le cerveau ne fait pas vraiment de différence entre moi et ce que je fais habituellement. Vos actions répétées deviennent littéralement votre identité neurologique. Action concrète, faites de l'inconfort intentionnel une pratique quotidienne non négociable, un rituel sacré. Chaque jour, absolument chaque jour, sans exception, choisissez consciemment une petite chose difficile mais significative. Pas nécessairement la même chose tous les jours, mais quelque chose qui vous pousse hors de votre zone de confort. Cela peut être une douche froide pour commencer la journée avec intention, 10 minutes de méditation alors que votre esprit veut vagabonder, cet appel professionnel inconfortable que vous reportiez, cette conversation difficile avec un proche, cet entraînement physique quand votre corps résiste. L'important n'est pas l'ampleur du défi. L'important est la constance, la répétition, l'intention. Ne faites pas cela pour vous punir. Ne vous infligez pas de souffrance gratuite. Faites-le pour renforcer consciemment qui vous êtes en train de devenir. Pour entraîner votre esprit à voir l'inconfort comme un ami, comme un professeur, comme le prix nécessaire de la croissance. Rappelez-vous, vous n'essayez pas de développer la volonté de faire des choses difficiles. Vous êtes en train de devenir le type de personne pour qui les choses difficiles sont naturelles. C'est caca. C'est l'éclosion finale. C'est le moment où vous réalisez que vous n'êtes plus en train de lutter contre vous-même. Vous avez changé. La lutte est devenue votre nature. Le lotus n'a rien de magique en soi. Ce n'est qu'une fleur, un organisme biologique suivant sa programmation génétique, répondant aux stimuli de son environnement. Mais il nous rappelle une vérité universelle, intemporelle, qui transcende les cultures et les époques. La croissance authentique ne vient jamais, absolument jamais, du confort. Elle ne naît pas des moments faciles, des journées sans effort, des chemins bien pavés. Elle naît de la boue sombre et collante. Elle émerge des luttes qui nous font douter. Elle se forge dans la persévérance, quand tout en nous crie « abandon ». Regardez votre propre vie. Vos moments de plus grande croissance personnelle ne sont-ils pas venus des périodes les plus difficiles ? Les compétences dont vous êtes le plus fier ne sont-elles pas celles qui ont demandé le plus d'efforts pour être développées ? Les relations les plus profondes ne sont-elles pas celles qui ont survécu aux épreuves ? Nous le savons instinctivement, mais notre culture moderne nous a conditionnés à fuir cette vérité. Nous sommes bombardés de messages promettant facilité, rapidité, absence d'effort. Perdez du poids sans exercice, devenez riche rapidement, succès garanti sans travail. Ces promesses sont des mensonges confortables, et en les poursuivant, nous nous affaiblissons. La méthode du lotus vous offre quelque chose de radicalement différent. Non pas un raccourci, mais le vrai chemin. Non pas une facilité illusoire, mais une force authentique. Alors, la prochaine fois que votre esprit vous murmure « c'est trop dur, ça peut attendre, ce n'est peut-être pas si important », arrêtez-vous un instant. Rappelez-vous du lotus qui germe dans la boue. Rappelez-vous de Benkai, le guerrier sauvage transformé par l'adversité en une légende d'honneur et de loyauté.
Rappelez-vous que chaque grand accomplissement humain, chaque transformation personnelle profonde, chaque vie remarquable a été construite pierre par pierre sur le chemin difficile. Rappelez-vous que la grandeur, la vraie grandeur, qui change une vie, ne vient jamais du talent inné seul, mais de l'effort concentré, appliqué avec intention, répété avec constance, jour après jour, même quand personne ne regarde, même quand les résultats tardaient à venir. La méthode du lotus n'est pas une formule magique, c'est un entraînement, c'est une pratique, c'est un engagement envers vous-même. Utilisez Nintai, cette patience endurante qui accepte l'inconfort comme point de départ. Pratiquez Shise, cette posture intentionnelle qui prépare votre esprit en préparant votre corps. Réfléchissez avec Kanso, cette observation claire de votre progression qui nourrit votre motivation. Et fleurissez avec Kaika, cette transformation profonde où la discipline devient identité. C'est ça la méthode du lotus. C'est ça le chemin vers la version la plus forte, la plus résiliente, la plus accomplie de vous-même. La boue est là, l'eau trouble est là, le voyage difficile vous attend. Mais la fleur, magnifique et pure, vous attend aussi au bout du chemin. Il est temps de commencer à germer.